Louise Dubois soupira profondément, en ajustant son uniforme gris pour la 3e fois devant l'imposant portail du domaine de Valois. Le chauffeur de VTC était déjà parti, la laissant seule devant la résidence, qui ressemblait plus à un palais moderne, niché sur les hauteurs de Neuilly-sur-Seine, à Paris. À 26 ans, son diplôme de pédagogie rangé dans un tiroir et une fille de 5 ans l'attendant à la maison, elle ravala sa fierté et appuya sur l'interphone. « Domaine de Valois. Qui demandez-vous » Une voix féminine, empreinte de formalité, résonna à travers l'appareil. « Bonjour, je suis Louise Dubois, la nouvelle employée. » Le portail glissa silencieusement, révélant un jardin méticuleusement entretenu. Des palmiers impériaux bordaient le chemin de pierre menant à l'entrée principale. Louise respira profondément, sentant le parfum des orchidées cultivées dans de petits jardins latéraux. Un instant, elle admira la beauté du lieu avant de se rappeler qu'elle n'était pas là en tant que visiteuse, mais en tant qu'employée. Un homme d'âge mûr, coiffé d'un chapeau de paille et vêtu de vêtements simples, lui fit signe depuis le parterre de fleurs. « Bienvenue, jeune femme, je suis Antoine, le jardinier. » Il sourit, les rides autour de ses yeux se creusant. « Première fois que vous travaillez chez des gens riches. »« C'est si évident que ça ?» Louise força un sourire. La nervosité trahit toujours. Antoine désigna la maison. « Madame Mireille vous attend dans la cuisine. C'est l'entrée latérale là-bas. » La cuisine était une pièce spacieuse, avec des plans de travail en marbre et des équipements qui semblaient tout droit sortis d'une émission de cuisine. Une dame aux cheveux gris coiffée en chignon se déplaçait avec efficacité entre les placards. « Vous devez être Louise, nous vous attendions. Je suis Mireille, la responsable de la cuisine. » Elle s'essuya les mains sur son tablier et lui tendit l'une d'elles. « Vous arrivez au bon moment, la patronne est là. » Louise remarqua le ton de voix de Mireille en mentionnant « la patronne ». Il y avait une pointe de prudence qui ne lui échappa pas. « Monsieur Gustave n'est pas là ?»« Non, ma chère. Il est à l'entreprise jusqu'à la fin de l'après-midi. Vous le rencontrerez demain, probablement. »« Mais Madame Camille... » Mireille hésita. « Eh bien, elle aime superviser le personnel personnellement. » Avant que Mireille ne puisse continuer, le son de talons hauts sur le sol en marbre résonna dans le couloir. Une femme grande, aux cheveux blonds impeccablement coiffés et vêtue d'un ensemble rouge qui criait l'exclusivité, entra dans la cuisine. Ses yeux froids parcoururent Louise de haut en bas. « Alors c'est vous la nouvelle ?» Ce n'était pas une question, mais une constatation dédaigneuse. « Mireille, vous ne m'aviez pas dit qu'elle était si jeune. »« Bonjour, madame. » Louise garda une voix ferme. « Je suis Louise Dubois, j'ai de l'expérience en organisation domestique et... » « Épargnez-moi les détails de votre CV. » Camille Montaigne l'interrompit d'un geste impatient. « Ici, vous n'êtes que la femme de ménage. Mireille vous montrera vos fonctions. Et cet uniforme est mal repassé. Occupez-vous-en. » Sans attendre de réponse, Camille se retourna et quitta la cuisine, laissant une traînée de parfum cher dans l'air. « Ne vous inquiétez pas, ma chère. » Mireille serra légèrement le bras de Louise. « Monsieur Gustave est complètement différent. Il a tout construit à partir de zéro, vous savez. Il a fondé son entreprise de technologie il y a 10 ans et est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches de Paris. » Louise absorba l'information, tandis que Mireille la guidait à travers les pièces du manoir, expliquant ses responsabilités. La maison comptait 5 suites, une bibliothèque, une salle de cinéma, un bureau et un espace de loisirs comprenant une piscine et un court de tennis. Il serait de la responsabilité de Louise de tout maintenir impeccable, avec l'aide d'une équipe de nettoyage qui venait 2 fois par semaine. Pendant le déjeuner, servi dans la cuisine pour les employés, Louise fit mieux connaissance avec ses collègues. Outre Mireille et Antoine, il y avait aussi 2 gardes de sécurité qui se relayaient à la guérite. « Comment avez-vous trouvé ce travail, Louise ?» demanda Antoine, entre 2 bouchées du délicieux stroganoff préparé par Mireille. « L'agence de placement m'a recommandé. Je cherche du travail depuis des mois, depuis que l'école où j'enseignais a fermé. Avec une petite fille à élever, je ne peux pas attendre l'emploi idéal. »« Vous êtes enseignante ?» Mireille parut surprise. « Diplômée en pédagogie. Mais dans la France actuelle... » Louise laissa la phrase en suspens et les autres acquiescèrent, comprenant parfaitement les difficultés du marché du travail. L'après-midi passa rapidement entre instruction et familiarisation avec la routine. À 16 heures, Camille réapparut, désormais accompagnée de 2 femmes tout aussi élégantes. « Louise !» Le ton autoritaire de Camille fit geler tout le monde dans la cuisine. « Servez le thé à mes amis dans le jardin d'hiver, et n'oubliez pas les biscuits français arrivés hier. » Mireille prépara rapidement le plateau,
instruisant Louise à voix basse sur la manière de servir correctement. Lorsque Louise entra dans le jardin d'hiver, un cadre éblouissant avec des murs de verre et des plantes exotiques, les trois femmes étaient absorbées dans une conversation sur les bijoux. Enfin, Camille regarda à peine Louise. « Posez ça là, et servez-nous. » Pendant qu'elle servait le thé, Louise percevait les regards des amis de Camille, un mélange de curiosité et de dédain. « Alors Camille, raconte-nous comment se déroulent ces préparatifs pour le gala de charité, » demanda l'une des femmes, aux cheveux châtains et au rouge à lèvres intenses. « Tout est sous contrôle. Gustave fera un don significatif, bien sûr. Il fait toujours ça pour impressionner les investisseurs. » Camille rit comme si la générosité de son petit ami n'était qu'une stratégie marketing. « Et vous, quand officialisez-vous » interrogea l'autre ami, une rousse parée de bijoux ostentatoires. « Bientôt, Marianne. Gustave n'a pas encore réalisé, mais il a besoin d'une épouse à la hauteur de sa position sociale. » Camille prit délicatement la tasse. « Quelqu'un qui comprenne le monde dans lequel il vit maintenant. » Louise garda un visage neutre, tandis que les femmes poursuivaient leur conversation, parlant de personnes et de lieux qu'elle ignorait complètement. Quand elle eut fini de servir, Camille la congédia d'un geste désinvolte. De retour à la cuisine, Louise trouva Mireille en train de séparer les ingrédients pour le dîner. « Comment ça s'est passé avec les dames ?» demanda la cuisinière avec un léger ton ironique. « Éducatif », répondit Louise, arrachant un sourire à Mireille. « Je crois que j'ai mieux compris l'ambiance. » À 18 heures, alors que Louise se préparait à partir, Camille apparut de nouveau dans la cuisine. Avant de partir nettoyer la suite principale, j'ai laissé une liste de ce qui doit être fait. Elle tendit un papier à Louise. Et demain, arrivé à 7 heures, pas à 8, nous aurons d'importantes visites pour le petit déjeuner. Louise regarda l'horloge. Il était déjà passé l'heure convenue pour son départ, et elle devait récupérer Sophie à la crèche associative avant 7 heures. « Madame, selon mon contrat, mes horaires sont jusqu'à 18 heures. Je dois aller chercher ma fille à la crèche. » Le sourire de Camille se figea. « Une fille ? Personne ne m'a informé que vous aviez une fille. » Ses yeux se plissèrent. « J'espère que cela n'interférera pas avec votre travail. Et quant à l'heure d'aujourd'hui, considérez-la comme une démonstration de votre engagement. » Le cœur serré, Louise appela sa voisine, Madame Claire, lui demandant d'aller chercher Sophie et de la ramener à la maison. Ce n'était pas la première fois qu'elle avait besoin de cette faveur, et elle savait que cela signifierait un autre cadeau de remerciement à la fin du mois, étirant encore plus son budget serré. Pendant qu'elle nettoyait la suite principale, un environnement luxueux avec un dressing de la taille de tout son appartement, Louise pensait à Sophie. À sa fille qui l'attendait, probablement déçue qu'un jour de plus, sa mère arrive trop tard pour lui raconter des histoires avant de dormir. Il était presque 20 heures lorsque Louise eut enfin terminé. Le manoir était silencieux, seules les lumières extérieures étant allumées. Dans la cuisine, elle trouva Mireille en train de préparer une gamelle. « Pour que vous l'emportiez à la maison, » dit la cuisinière, lui tendant le récipient. « Il y a assez pour vous et votre fille. » Ce geste de gentillesse fit presque pleurer Louise. « Merci, Madame Mireille. Je sais ce que c'est, ma chère. J'ai élevé 3 enfants seuls. » Mireille serra la main de Louise. « Ça ira mieux. » Sur le chemin de l'arrêt de bus, Louise regarda en arrière et vit le manoir illuminé contre le ciel sombre. Quelque part dans ce monument aux privilèges, vivaient des gens qui n'avaient aucune idée de ce que c'était de lutter pour la survie quotidienne. Ajustant son sac sur son épaule, Louise se dirigea vers le transport qui la ramènerait chez elle, où Sophie dormait, ignorant les sacrifices que sa mère faisait pour elle. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Louise avait commencé à travailler au domaine de Valois. 2 semaines à se lever à 5 heures du matin, préparer le petit déjeuner de Sophie, la déposer à la crèche et prendre 2 bus pour arriver ponctuellement à 7 heures à Neuilly-sur-Seine. 2 semaines d'ordre constant de Camille, qui semblait prendre un plaisir particulier à exiger des tâches inutiles dans les dernières minutes de la journée de travail. Ce jeudi matin-là, le ciel de Paris s'était levé lourd, annonçant une tempête. Louise arriva au manoir, les cheveux encore humides de la fine bruine qui commençait à tomber. Camille était partie pour son rituel de beauté hebdomadaire, et la maison était étrangement calme. Gustave Valois, le propriétaire, restait une figure quasi mythologique. Louise ne l'avait vu que 2 fois, toujours en coup d'œil, alors qu'il partait pressé pour des réunions. « Bonjour, monsieur Antoine », salua Louise, trouvant le jardinier qui couvrait quelques plantes à cause de la pluie imminente. « Bonjour, Louise. Mieux vaut se dépêcher aujourd'hui. Le temps va se gâter pour de bon. »
Il regarda le ciel avec la sagesse de celui qui lit les nuages depuis des décennies. Dans la cuisine, Madame Mireille préparait un gâteau à la cannelle, emplissant l'endroit d'un arôme réconfortant. Camille a appelé pour dire qu'elle allait amener des amis pour le goûter, informa la cuisinière. Il semble qu'elles vont organiser un événement caritatif. Louise acquiesça, déjà familiarisée avec les événements caritatifs qui, d'après les conversations des socialites, semblaient plus des défilés de vanité que des actions véritablement altruistes. La matinée se déroula selon la routine habituelle. Nettoyage des suites, organisation de la bibliothèque, vérification des produits de nettoyage pour établir la liste de courses hebdomadaires. Vers 14 heures, alors que Louise terminait de repasser quelques chemises de Gustave, le son caractéristique du portail électronique annonça l'arrivée de Camille. Quelques minutes plus tard, la socialite entra dans la buanderie comme un ouragan parfumé, suivie de 3 amies, toutes riant bruyamment. « Louise !» La voix de Camille coupa l'air. « J'ai besoin que vous organisiez le salon immédiatement. Mes amis vont rester pour discuter des détails de la vente aux enchères caritatives. »« Oui, madame. » Louise posa le fer à repasser et se dirigea vers le salon. « Et ne traînez pas. Je veux que vous serviez les petits fours que Mireille a préparés. » Pendant qu'elle arrangeait les coussins de soie importés et disposait stratégiquement des magazines de décoration sur la table basse, Louise entendait les commentaires des femmes venant du hall d'entrée. « Camille, votre petite amie est un génie des affaires, mais tellement basique par certains aspects, » commenta l'une des amies. « Ce don à l'école publique de Saint-Denis ? Totalement inutile. Gustave conserve encore certaines habitudes de ses origines, » répondit Camille sur un ton condescendant. « Mais j'y travaille. Bientôt, il comprendra qu'il existe des institutions plus appropriées pour recevoir son argent. » Louise sentit un pincement au cœur. L'école mentionnée était exactement celle où Sophie étudiait, l'une des rares du quartier dotée d'une structure décente, grâce aux dons d'entrepreneurs comme Gustave Valois. Quand elle eut fini d'organiser le salon, elle se dirigea vers la cuisine pour chercher les petits fours. Madame Mireille l'accueillit avec un regard compréhensif. « Ne les laissez pas vous atteindre » murmura-t-elle, en arrangeant les amuse-gueules sur un plateau d'argent. « Ce sont des gens vides. » Louise servit les femmes et était sur le point de se retirer lorsque Camille l'appela de nouveau. « Louise, avant de retourner à vos obligations, j'ai besoin que vous emportiez ces sacs poubelles dehors. » Elle désigna 3 grands sacs noirs dans le coin du salon. « Ce sont les emballages des arrangements floraux arrivés pour l'événement. Je ne veux pas de ce matériel à l'intérieur de la maison. » Louise remarqua que les sacs semblaient excessivement lourds pour ne contenir que des emballages de fleurs. En essayant de soulever le premier, elle confirma ses soupçons. Il était rempli de matériaux lourds, probablement des restes de décoration d'une fête précédente. Un problème ? Le ton de Camille était provocateur, tandis que ses amis observèrent la scène avec des sourires mal dissimulés. « Non, madame. » Louise réussit à soulever le sac avec difficulté et commença à le traîner vers la porte latérale. « Ne traînez pas, vous allez abîmer le sol importé, » réprimanda Camille, assez fort pour que ses amis l'entendent. Le deuxième sac était encore plus lourd que le premier. Lorsque Louise tenta de le soulever, elle sentit une vive douleur au dos. L'une des amies de Camille rit ouvertement. « Peut-être devrions-nous appeler Antoine pour aider » suggéra Louise, gardant un ton respectueux. « Antoine est occupé au jardin » coupa Camille. « Et franchement, si vous ne pouvez pas accomplir une tâche aussi simple, peut-être devrions-nous reconsidérer votre position ici. » Le visage de Louise brûlait d'humiliation. Rassemblant toutes ses forces, elle réussit à soulever le sac et à tituber vers la sortie. Les rires des femmes la suivirent dans le couloir. Le 3e sac était le plus lourd de tous. Louise tenta 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais elle parvenait à peine à le bouger du sol. « C'est pathétique, » déclara Camille, qui observait maintenant depuis la porte, ses amis formant une audience cruelle. Une universitaire qui n'arrive pas à porter un simple sac poubelle. Qu'est-ce qu'on enseigne dans ces facultés de nos jours? C'est alors que Louise sentit un regard sur elle. Levant les yeux, elle vit pendant une fraction de seconde une silhouette masculine partiellement cachée derrière une colonne dans le couloir. Gustave Valois était à la maison, et à l'expression de son visage, il était en train de tout observer. « Allez, nous attendons » insista Camille, impatiente. « Ou est-ce que ça aussi, c'est trop difficile pour quelqu'un avec votre qualification ?» Quelque chose en Louise se brisa.
Ce n'était pas seulement la douleur au dos ou la fatigue accumulée des dernières semaines. Ce fut le souvenir de Sophie demandant pourquoi sa mère rentrait toujours si fatiguée. Ce fut le diplôme poussiéreux dans le tiroir. Ce fut la dignité piétinée jour après jour. Louise lâcha le sac poubelle. Lentement, elle se redressa et regarda directement dans les yeux de Camille Montaigne. « Non, dit-elle, avec un calme qui la surprit elle-même. « Comment ça ?» Camille semblait ne pas en croire ses oreilles. J'ai dit non. Je ne porterai pas ça. L'une des amies de Camille laissa échapper un sonore « Oh là là !» tandis qu'une autre couvrait sa bouche d'un faux étonnement. « Vous refusez un ordre direct ?» Camille fit un pas en avant, ses talons de 15 cm amplifiant sa posture intimidante. « Je refuse d'être humiliée. » Louise fit un pas en avant, éliminant la distance entre elles. « J'ai été embauchée comme femme de ménage, pas comme votre divertissement personnel. »« Vous êtes renvoyée, » siffla Camille. « Ramassez vos affaires et quittez ma maison immédiatement. »« Votre maison ?» Louise rit sans humour. « Autant que je sache, ce manoir appartient à Monsieur Valois. Et quant à me licencier, je suis au regret de vous informer que vous n'avez pas cette autorité. » Camille leva la main comme pour la gifler, mais Louise fut plus rapide. D'un mouvement précis, sa main frappa le visage de la socialite d'une gifle sèche qui résonna dans l'ambiance silencieuse. Le choc les paralysa tous. Madame Mireille et Monsieur Antoine, attirés par le tumulte, s'arrêtèrent à la porte du salon, bouche bée. Les amis de Camille reculèrent, comme si elles craignaient d'être les prochaines. « Vous pouvez me priver de mon emploi, » continua Louise, sa voix claire et ferme. « Vous pouvez répandre des mensonges sur moi pour que je ne puisse travailler dans aucune autre maison de ce quartier. Mais vous ne pouvez pas me priver de mon humanité. » Camille, encore étourdie par la gifle, porta la main à son visage. « Vous allez le regretter. Je vais m'assurer que vous soyez poursuivi pour agression. »« Faites-le, » défia Louise, « et je raconterai à un juge comment la petite amie de l'un des hommes les plus riches de Paris force ses employés à porter des objets lourds au-delà de leur capacité physique. Comment elle rit de leur souffrance, comment elle utilise sa relation pour humilier des gens qui essaient juste de survivre avec dignité. » Louise respira profondément et continua. « Savez-vous que je me lève à 5 heures du matin tous les jours? Je prépare le petit déjeuner de ma fille de 5 ans, la dépose à la crèche associative et prends 2 bus pour arriver ici. Je travaille plus d'heures que ce qui est stipulé dans le contrat, je supporte vos caprices et vos humiliations. Tout ça pour m'assurer que ma fille ait de quoi manger, un endroit où vivre et la chance d'un avenir meilleur. » Un silence dense tomba sur le salon. Même les amis de Camille semblaient mal à l'aise maintenant. « La différence entre nous deux, Madame Montaigne, c'est que je sais encore ce que c'est d'être humaine. Je peux quitter cette maison aujourd'hui sans emploi, mais vous devrez vivre avec le souvenir que quelqu'un a finalement eu le courage de vous affronter. » Camille semblait avoir retrouvé son calme. Son visage était maintenant rouge de fureur. « Vous avez entendu ça? Elle m'a agressé. Antoine, appelez la sécurité immédiatement. » À la surprise de tous, ce fut Monsieur Antoine qui fit un pas en avant, se plaçant aux côtés de Louise. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, la seule agression que j'ai vue ici était contre la dignité de cette jeune femme, » déclara le jardinier avec l'autorité de ses nombreuses années. « Je travaille dans cette maison depuis 15 ans, depuis que Monsieur Gustave a tout construit, et je n'ai jamais vu un employé être traité de cette manière. » Madame Mireille s'approcha également. « Louise a été une collègue exemplaire, dévouée, ponctuelle et respectueuse envers tous, y compris envers vous, madame, qui ne lui avez jamais accordé le même traitement. » Camille semblait ne pas croire à la petite rébellion qui se déroulait sous ses yeux. « Vous êtes fous? Vous êtes tous renvoyés, tous ?» C'est à ce moment-là qu'une voix masculine, grave et contrôlée, coupa l'air tendu du salon. « Je crois que je suis le seul à pouvoir prendre cette décision. » Tous les regards se tournèrent vers l'entrée du salon, où Gustave Valois se tenait, dans un costume impeccable, les yeux fixés sur la scène devant lui. Son visage, généralement amical selon les descriptions de Mireille, affichait maintenant une expression mêlant déception et colère contenue. Camille courut dans sa direction, des larmes calculées perlant à ses yeux. « Gustave, mon chéri, Dieu merci, vous êtes là. Cet employé m'a agressé. J'ai appelé la police, elle doit être arrêtée. » Gustave ne fit aucune allusion à l'embrasser ou à la réconforter. Au lieu de cela, ses paroles suivantes tombèrent comme des pierres dans le silence du salon. « J'ai tout vu, Camille. J'étais là tout le temps. » L'expression de Camille se transforma instantanément. Le théâtre des larmes céda la place à un regard de panique mal dissimulé. « Que voulez-vous dire par tout vu ?» Sa voix, auparavant mélodramatique,
sonnait maintenant petite. Gustave Valois traversa le salon d'un pas mesuré. C'était la première fois que Louise le voyait de près. Grand, aux épaules larges, aux cheveux noirs avec des mèches grises aux tempes et aux yeux bruns foncés qui transmettaient maintenant une indignation contenue. Il portait un costume gris anthracite impeccable que, comme Louise le remarqua, elle-même avait repassé la veille. « Je suis rentré plus tôt du bureau. J'avais mal à la tête et je voulais me reposer un peu. » Il s'arrêta à quelques mètres de Camille, maintenant une distance qui semblait à la fois physique et émotionnelle. J'ai entendu des voix s'élever, et je suis resté à observer. Je vous ai vu forcer Louise à porter des sacs clairement trop lourds. Je vous ai vu rire de sa difficulté avec vos amis. J'ai vu l'humiliation que vous avez délibérément imposée à une employée de ma maison. Les amies de Camille, auparavant si participatives au spectacle de cruauté, semblaient maintenant vouloir disparaître. L'une d'elles murmura quelque chose à propos d'un engagement inéluctable, mais personne ne bougea. « Gauthier, tu ne comprends pas. » Camille tenta de reprendre le contrôle. Elle était insubordonnée. Et ensuite, elle m'a agressé. C'est une affaire de police. Gauthier se tourna vers Louise Dubois, qui restait debout, étonnamment calme. « Mademoiselle Dubois, je vous présente mes plus sincères excuses pour le traitement que vous avez subi. » Sa voix était différente maintenant, douce et empreinte d'un regret sincère. Aucun employé de cette maison ne devrait subir une telle humiliation. La faute me revient de ne pas avoir remarqué plus tôt ce qui se passait ici. Louise sentit toutes les émotions qu'elle avait réprimées au cours des dernières semaines, la colère, la frustration, la fatigue, se mêler à la surprise face à ces excuses inattendues. « Je vous remercie, monsieur », répondit-elle simplement, ne sachant que dire d'autre. Gauthier se tourna ensuite vers monsieur Antoine et madame Zélie. « Merci d'avoir défendu ce qui est juste. Vous êtes plus que des employés. Vous faites partie de ce qui fait de cette maison un endroit respectable. Cela ne sera pas oublié. » Camille, se voyant perdre du terrain, changea de tactique. « Gauthier, mon chéri, parlons-en en privé. Ces gens essaient clairement de semer la discorde entre nous. Tu connais ce genre d'employés, toujours à vouloir plus que ce qu'ils méritent. Je crois que j'en ai assez entendu, Camille. » Le ton de Gauthier était définitif. « Quand mademoiselle Dubois a dit que tu n'avais pas l'autorité de renvoyer qui que ce soit dans cette maison, elle avait absolument raison. Et quant à l'agression, » il marqua une pause, regardant directement la marque rouge qui commençait à disparaître sur le visage de Camille. « D'après ce que j'ai vu, elle ne faisait que se défendre de ta cruauté. Si quelqu'un a été agressé ici, c'est sa dignité. » Les amis de Camille se dirigèrent maintenant discrètement vers la sortie, murmurant des excuses inaudibles. La situation s'était transformée en un spectacle d'une autre nature, et aucune d'elles ne voulait en faire partie. « Vous pouvez partir, » dit Gauthier aux invités, sans détourner son regard de Camille. « Mon chauffeur peut vous raccompagner, si nécessaire. » Lorsque les trois femmes furent enfin parties, un silence tendu emplit la pièce. Madame Zélie fit mine de se retirer aussi, mais Gauthier la retint d'un geste. « S'il vous plaît, restez, » demanda-t-il. « Ce que j'ai à dire intéresse tout le monde dans cette maison. » Camille semblait avoir enfin compris la gravité de la situation. Sa posture changea, ses épaules s'affaissèrent légèrement et elle tenta une approche plus conciliante. « Gauthier, je reconnais que j'ai pu être un peu dur, mais tu sais à quel point il est important de maintenir la discipline avec les employés. Ma mère dit toujours... » « 2 ans, » Gauthier l'interrompit, la voix basse, presque un murmure. « 2 ans de mon temps, Camille. 2 ans à croire que je construisais quelque chose de réel avec toi. Et nous le sommes. » Camille s'approcha, essayant de toucher son bras, mais il recula. « Ce n'est qu'un malentendu. Tu exagères à cause d'une simple employée. »« Une simple employée ?» Gauthier répéta incrédule. « C'est ainsi que tu vois les gens, comme des pièces jetables, sans valeur au-delà de la fonction qu'elles remplissent pour toi. » Antoine, Zélie et Louise restaient immobiles, témoins involontaires de ce règlement de compte qui semblait inévitable. « Ce que j'ai vu aujourd'hui n'était pas un faux pas, Camille. Ce fut la révélation de ton véritable caractère. » Gauthier inspira profondément, comme quelqu'un qui prend une décision difficile mais nécessaire. « Notre relation est terminée. » Camille pâlit. « Tu ne peux pas être sérieux. À cause d'une gifle d'une domestique, Gauthier pense à tout ce que nous avons construit, aux gens que nous avons rencontrés, aux événements, à notre position sociale. »« La position sociale, » répéta-t-il, avec un sourire amer. « C'est tout ce qui compte pour toi, n'est-ce pas? Les apparences, le statut, ce que les autres pensent. J'aimais une illusion. Tu vas le regretter. » La voix de Camille trembla,
mais ses yeux se durcirent. Quand cette colère passera, tu te rendras compte de l'erreur que tu commets. Ma seule erreur a été de ne pas avoir vu plus tôt qui tu étais vraiment. Gauthier s'éloigna, se dirigeant vers la fenêtre. Pendant quelques instants, il observa le jardin méticuleusement entretenu par Antoine. Les fleurs résistant à la bruine qui tombait maintenant avec plus d'intensité. « Je veux que tu quittes ma maison aujourd'hui, maintenant. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. » Il se retourna pour lui faire face. « J'enverrai tes affaires à l'appartement de ta mère. Ne reviens pas ici. » Les mots, prononcés avec tant de calme et de conviction, semblaient avoir enfin pénétré la barrière de déni de Camille. Ses épaules s'affaissèrent, et pendant un instant, Louise pensa avoir vu une vulnérabilité genuine dans ses yeux, peut-être la perception de ce qu'elle avait perdu non seulement la relation, mais une réelle chance d'être une meilleure personne. « Tu vas le regretter, Gauthier. » Camille retrouva sa posture, la fragilité momentanée remplacée par une froideur calculée. « Quand tu te rendras compte de ce que tu as gâché aujourd'hui, il sera trop tard. » Sans attendre de réponse, elle saisit son sac de marque et se dirigea vers la sortie, ses talons résonnant comme un dernier rappel de sa présence. Elle s'arrêta brièvement en passant devant Louise, la regardant avec un mélange de haine et de mépris. Pendant une seconde, il sembla qu'elle allait dire quelque chose, mais elle continua simplement son chemin. Le bruit de la porte d'entrée se refermant avec force résonna dans le manoir. Un silence étrange et libérateur remplit la pièce. Gauthier passa une main sur son visage, l'air soudainement fatigué. Il se tourna vers les 3 employés qui restaient immobiles. « Je vous présente mes excuses à tous d'avoir été témoins de cela. » Son ton était sincère, presque vulnérable. « Et plus important encore, je m'excuse pour tout mauvais traitement que vous avez pu recevoir pendant que j'étais aveugle. » Madame Zélie fut la première à se manifester. « Monsieur Moreau, vous avez toujours été un bon patron. Vous n'êtes pas responsable de ces actes. »« Si, Zélie. » Il sourit tristement. « J'ai permis que cela se produise sous mon toit. J'étais tellement absorbé par le travail, les chiffres, les contrats, que je n'ai pas remarqué ce qui se passait dans ma propre maison. » Monsieur Antoine s'éclaircit la gorge, mal à l'aise avec la situation. « Monsieur, si vous nous permettez, je pense que nous devrions retourner au travail et vous laisser vous reposer un peu. »« Bien sûr, Antoine. Et merci encore pour votre courage aujourd'hui. » Gauthier fit un geste vers la porte, mais ajouta « Mademoiselle Dubois, pourriez-vous rester un instant, s'il vous plaît ?» Lorsque les autres partirent, Louise ressentit une pointe d'anxiété. Malgré le tournant surprenant des événements, elle ne savait toujours pas à quoi s'attendre. Serait-elle renvoyée, après tout? Gauthier pourrait n'être qu'en train de sauver les apparences devant les autres. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Il indiqua le canapé. Louise hésita, toujours mal à l'aise à l'idée de s'asseoir sur les meubles du salon principal, comme Camille l'avait si souvent fait comprendre. Percevant son hésitation, Gauthier sourit légèrement. « Ceci est aussi votre maison, mademoiselle Dubois. Du moins, tant que vous travaillerez ici. Et j'espère sincèrement que vous continuerez. » Elle s'assit au bord du canapé, les mains croisées sur ses genoux. « Premièrement, je tiens à m'excuser personnellement. » Gauthier s'assit dans un fauteuil proche, se penchant en avant, les coudes appuyés sur ses genoux. « Ce que Camille a fait est impardonnable, et ma négligence a rendu cela possible. Vous n'êtes pas en faute, monsieur Moreau. »« Si, je le suis. » Il l'interrompit gentiment. Une entreprise, une maison, une famille, tout reflète le leadership de celui qui est aux commandes. J'ai échoué à cela. Louise observa l'homme en face d'elle. Ce n'était pas le millionnaire arrogant qu'elle attendait, ni le playboy que Camille insinuait en parlant de le façonner pour la société. C'était quelqu'un qui semblait genuinement perturbé par la souffrance qu'il avait, même indirectement, causée. « Ce qui s'est passé aujourd'hui, » continua Gauthier, a été un éveil pour moi, non seulement à propos de Camille, mais aussi sur la façon dont j'ai vécu. Il se leva et se dirigea vers une petite table d'appoint où il versa de l'eau dans 2 verres. « Mademoiselle Dubois, Louise, si vous me permettez, je voudrais vous faire une proposition. » Il lui offrit l'un des verres, qu'elle accepta avec un remerciement silencieux. « Premièrement, je veux que vous sachiez que votre emploi est garanti. En fait, je voudrais améliorer vos conditions. » Louise le regarda surprise. « Comment ça? » « Zélie a mentionné que vous êtes diplômé en pédagogie, que vous avez une petite fille, que vous prenez 2 bus pour venir ici tous les jours. » Il marqua une pause. « Je veux vous offrir un nouveau contrat. Votre salaire serait triplé, avec une assurance maladie complète pour vous et votre fille. De plus, je voudrais créer un fonds pour que vous puissiez reprendre vos études, si vous le souhaitez. »
Louise sentit comme si l'air avait été aspiré de la pièce. C'était une proposition qui transformerait complètement sa vie et celle de Sophie. « Monsieur Moreau, je ne sais pas quoi dire. Dites que vous acceptez. » Il sourit, un sourire genuin qui illumina son visage fatigué. « Et que vous me pardonnez de ne pas avoir perçu plus tôt le trésor que j'ai à travailler dans ma maison. » « Mais pourquoi ?» Louise ne put retenir la question. « Vous ne me connaissez même pas vraiment. » « J'en sais assez. J'ai vu votre dignité aujourd'hui, votre courage. J'ai entendu comment vous parlez de votre fille, de votre engagement envers elle. » Il marqua une pause. « De plus, je vais engager un cabinet de conseil en RH pour restructurer complètement les politiques de la maison, garantissant respect et conditions adéquates pour tous les employés. C'est quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Louise sentit ses yeux se mouiller, l'émotion débordant après des semaines de tension et de peur. « J'accepte, » dit-elle finalement, « et je vous remercie beaucoup pour cette opportunité. » Gauthier se leva, l'air soudainement plus léger. « Excellent. Dès demain, je ferai le nécessaire pour les documents. Et Louise, j'aimerais rencontrer votre fille un jour, si cela ne vous dérange pas. » La simplicité de la demande, l'humanité en elle, toucha Louise profondément. « Sophie serait enchantée, monsieur. Elle adore rencontrer de nouvelles personnes. » « Alors c'est entendu. » Il consulta sa montre. « Il est déjà après votre heure. S'il vous plaît, prenez le reste de la journée pour vous reposer. Et ne vous inquiétez pas pour ces sacs poubelles. Je demanderai à Antoine de s'en occuper. » Tandis que Louise se préparait à partir, rassemblant ses affaires, le téléphone du salon commença à sonner. Gauthier répondit, et d'après le changement de son expression, il était évident qu'il était au bout du fil. « Non, Camille. Ma décision est finale. Peu m'importe ce que tes amis penseront. Les menaces ne fonctionneront pas. » Il soupira profondément. « Ne m'appelle plus, c'est terminé. » Raccrochant le téléphone, Gauthier fixa l'appareil pendant quelques secondes, comme s'il s'attendait à ce qu'il sonne à nouveau. Quand il remarqua que Louise était toujours à la porte, observant discrètement, il sourit avec un peu d'embarras. « Je crois que nous avons tous les deux eu une journée émotionnellement épuisante. Vous allez bien ?» Louise fut surprise par sa propre question, par l'inquiétude sincère qu'elle ressentait pour cet homme qu'elle connaissait à peine. « Oui, » répondit-il, après une petite pause. « Pour la première fois depuis longtemps, je crois que je construis quelque chose de réel, quelque chose basé sur le respect. » Tandis que Louise quittait le manoir, la pluie avait complètement cessé, et un fragile rayon de soleil perçait les nuages, illuminant le jardin fraîchement mouillé. C'était comme si la nature, d'une certaine manière, reflétait la transformation qui commençait à s'opérer dans cette maison et dans la vie de tous ceux qui l'habitaient. L'aube sur Paris peignait le ciel de teintes orangées lorsque Louise et Sophie descendirent de la voiture que Gauthier avait envoyé les chercher. La petite de 5 ans, avec ses boucles brunes attachées en 2 couettes et vêtue d'un uniforme scolaire impeccable, regardait émerveillée le manoir devant elle. « Maman, c'est ici que tu travailles? Ça ressemble à un château. » Sophie tenait fermement la main de Louise, tandis qu'elle montait les marches de l'entrée principale, non plus l'entrée de service que Louise utilisait habituellement. « Oui, ma fille. Et aujourd'hui, tu vas rencontrer le propriétaire du château. » Louise sourit, ajustant le sac à dos coloré sur le dos de la petite. « Tu te souviens que nous avons parlé de Monsieur Moreau? Le monsieur qui s'est disputé avec la méchante sorcière qui te criait dessus ?» demanda Sophie, avec la sincérité désarmante typique des enfants. Louise retint un rire. Elle avait raconté à sa fille une version édulcorée des événements de la semaine précédente, mais Sophie, avec sa perspicacité enfantine, avait saisi l'essence de l'histoire. « Sophie, nous ne pouvons pas appeler Madame Leclerc une méchante sorcière. » Louise tenta de garder un ton sérieux, mais ses yeux trahissaient son amusement. Elle ne savait juste pas être gentille. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la confrontation avec Camille et le tournant surprenant dans sa vie professionnelle. Le nouveau contrat promis par Gauthier s'était concrétisé le lendemain. Salaire triplé, assurance maladie premium pour elle et Sophie, un fonds éducatif substantiel et, étonnamment, l'option de vivre dans une maison d'hôte au fond de la propriété. Une offre que Louise avait acceptée après avoir hésité quelques jours. Le déménagement réduirait considérablement ses dépenses de loyer et de transport, en plus d'offrir à Sophie un environnement sûr et spacieux pour jouer. Madame Zélie les accueillit toutes les deux à la porte, avec un sourire chaleureux et un câlin serré pour Sophie. « Alors c'est la fameuse Sophie, je vais enfin rencontrer la princesse des histoires de ta maman. » La cuisinière s'abaissa pour être à la hauteur de la petite.
Savais-tu que j'ai fait des cookies au chocolat spécialement pour toi ?» Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « Vraiment? Je peux en manger maintenant ?»« Sophie !» Louise la réprimanda doucement. « Bonjour d'abord, les cookies après. »« Bonjour, Madame Zélie. » Sophie se corrigea promptement, affichant un sourire où il lui manquait une dent de devant. « Vous avez des cookies ?» Les deux femmes rirent, et Zélie conduisit la petite visiteuse à la cuisine, où un verre de lait l'attendait déjà avec les biscuits promis. Louise les suivit, émerveillée par le changement d'atmosphère dans le manoir. L'ambiance, autrefois tendue et oppressive, semblait maintenant plus légère, accueillante. Tandis que Sophie attaquait son goûter matinal, Louise organisait ses tâches du jour. Bien qu'elle travaillât toujours comme employée de maison, ses responsabilités avaient changé. Avec l'arrivée du cabinet de conseil en RH mentionné par Gauthier, tous les employés du manoir avaient vu leurs fonctions redéfinies, avec des horaires plus raisonnables et des tâches distribuées de manière plus équilibrée. « Bonjour à tous !» La voix de Gauthier résonna depuis la porte de la cuisine. Sophie arrêta de mâcher, les yeux écarquillés devant l'homme grand et bien habillé qui venait d'entrer. Louise remarqua que, ces derniers jours, Gauthier avait abandonné les costumes formels à la maison, préférant des chemises simples et des pantalons confortables. Un changement subtil mais significatif. « Monsieur Moreau, bonjour. » Louise sourit. « Voici ma fille, Sophie. » Gauthier s'approcha avec un sourire genuin et tendit la main à la petite. « Enchantée, Sophie. Ta maman parle beaucoup de toi. » À la surprise de tous, Sophie ignora la main tendue et demanda directement « Pourquoi vous vous êtes disputée avec la méchante sorcière ?»« Sophie !» Louise sentit son visage rougir de honte. Gauthier, cependant, rit ouvertement. Un son que Louise réalisa être rare dans le manoir jusqu'à quelques semaines auparavant. « Ce n'était pas exactement une dispute, » expliqua-t-il, s'asseyant à côté de la petite. « Parfois, les adultes doivent prendre des décisions difficiles concernant les personnes qu'ils veulent dans leur vie. » Sophie hocha la tête avec sérieux, comme si elle comprenait parfaitement la complexité des relations adultes. « Mon amie Julienne ne laisse personne s'asseoir avec elle à la récréation s'ils ne partagent pas leurs jouets. »« Exactement !» acquiesça Gauthier, faisant un clin d'œil à Louise par-dessus la tête de la petite. Ce fut à ce moment que Louise réalisa quelque chose d'extraordinaire. Gauthier Moreau, l'un des hommes d'affaires les plus puissants de Paris, était assis à la table de la cuisine, prenant le petit déjeuner avec ses employés, discutant avec la fille de son employé, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Les jours suivants, une nouvelle routine s'établit au manoir Moreau. Chaque matin, Gauthier se joignait aux employés pour un petit déjeuner partagé avant de se rendre à son bureau. À ces occasions, il discutait avec chacun, s'intéressant genuinement à leur vie, leur famille et leurs aspirations. Louise découvrit qu'il n'était pas seulement un patron juste, mais aussi un auditeur attentif. Quand elle mentionna que Sophie participerait à une présentation scolaire sur la dignité au travail, ce fut Gauthier qui suggéra d'utiliser l'histoire récente du manoir comme exemple. « Ce serait un honneur si vous m'invitiez, » dit-il un matin, alors qu'il aidait Sophie à étaler de la confiture sur une tartine. Une autre scène que Louise n'aurait jamais imaginé voir un mois auparavant. « Mais vous ne serez pas occupé avec l'entreprise ?» Louise demanda, surprise. « J'ai appris à réévaluer ce qui est vraiment important. » Il sourit, observant Sophie qui, inconsciente de la conversation des adultes, dessinait des cercles dans la confiture avec son doigt. « De plus, j'adorerais voir ce que Sophie a préparé. » Le matin de la présentation, Gauthier surprit Louise en apparaissant dans la cuisine, non pas avec ses vêtements décontractés, mais avec un élégant costume. « C'est un événement important, » expliqua-t-il, ajustant sa cravate. « Je veux montrer mon respect. » L'école municipale de Belleville, la même qui avait reçu des dons de Gauthier, comme Louise l'avait découvert, était décorée d'affiches colorées faites par les enfants eux-mêmes. Le thème « Travail et dignité » était illustré par des dessins de professionnels divers. Médecins, professeurs, éboueurs, facteurs, et, dans l'un d'eux, une employée de maison en uniforme gris que Louise soupçonnait être une représentation d'elle-même. L'arrivée de Gauthier causa un remue-ménage. Ce n'était pas tous les jours qu'un célèbre homme d'affaires apparaissait dans une école publique de la périphérie de Paris. La directrice, Madame Adèle, une femme énergique aux cheveux gris, vint le recevoir personnellement. « Monsieur Moreau, quel honneur! Votre don nous a permis de rénover toute la bibliothèque. » Elle serra la main de Gauthier avec enthousiasme. « Les enfants sont très excités par votre présence. » Gauthier semblait genuinement mal à l'aise avec l'attention.
Le plaisir est le mien, Madame Adèle. Je suis venu en tant qu'invité de Sophie, l'une de vos élèves. La présentation des enfants fut simple, mais touchante. Chacun parla de la profession d'un membre de sa famille et de l'importance du respect dans l'environnement de travail. Quand vint le tour de Sophie, Louise sentit un nœud dans la gorge. Vêtue d'un minuscule tablier par-dessus son uniforme scolaire, la petite expliqua à l'auditoire « Ma maman nettoie la maison de personnes importantes, mais cela ne veut pas dire qu'elle est moins importante. Tous les métiers méritent le respect. » Sophie narra ensuite, à sa manière, comment un bon patron avait défendu sa mère contre des gens qui ne savaient pas être gentils. À la fin, elle regarda directement Gauthier au premier rang et déclara « Merci d'être gentil avec ma maman. » Il y eut un moment de silence, suivi d'applaudissements chaleureux. Louise remarqua que Gauthier s'essuyait discrètement les yeux. Sur le chemin du retour vers le manoir, dans la voiture luxueuse avec chauffeur, Sophie s'endormit sur la banquette arrière, épuisée par l'émotion de la journée. « Elle est extraordinaire », commenta Gauthier, observant la petite endormie. « Vous faites un travail incroyable en tant que mère, Louise. »« Merci », répondit-elle, genuinement touchée. « Ce n'est pas toujours facile, mais cela en vaut la peine. » « Je peux imaginer. » Il hésita, comme s'il choisissait ses mots. « Vous savez, ces jours-ci, j'ai beaucoup réfléchi au but et au sens. Avant que tout cela n'arrive, je vivais en pilote automatique. L'entreprise, les réunions, les contrats, tout semblait important, mais en même temps vide. » Louise hocha la tête, comprenant plus qu'il ne pouvait l'imaginer. « Parfois, nous avons besoin d'un choc pour voir ce qui compte vraiment. » « Exactement. » Gauthier regarda par la fenêtre, contemplant la ville qui défilait rapidement. Ces derniers jours ont été éclairants. Pour la première fois depuis des années, je sens que je vis, pas seulement que j'existe. Le moment de vulnérabilité fut interrompu par le téléphone de Gustave. Il regarda l'écran avec une expression qui mêlait irritation et résignation. « Maurice, murmura-t-il, mon associé. C'est le 5e appel aujourd'hui. Problèmes à l'entreprise ?» demanda Louise, inquiète. Gustave hésita avant de répondre. « Disons que tout le monde n'est pas content de mes récents changements de priorité et de ma rupture avec Camille. Je suis désolé, je ne voulais pas causer de problème. »« Tu n'as rien causé, Louise, » dit-il avec fermeté. « Tu m'as juste aidé à voir ce qui était juste devant moi, et pour cela je te suis éternellement reconnaissant. » Quand ils arrivèrent à la villa, Sophie dormait encore profondément. Gustave, sans hésiter, proposa de la porter jusqu'à la maison d'amis où elles habitèrent désormais. Avec douceur, il installa la fillette dans ses bras et suivit Louise à travers le jardin éclairé par les derniers rayons du soleil couchant. Son téléphone portable sonna de nouveau dans sa poche. Il l'ignora. « Es-tu sûr de ne pas avoir besoin de répondre ?» demanda Louise, ouvrant la porte de la petite maison. « Oui », répondit Gustave, déposant Sophie délicatement sur le lit. « Certaines choses peuvent attendre, d'autres non. » Tandis qu'il se retirait, Louise réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé entre eux. Ce n'était pas seulement de la gratitude ou un respect mutuel. C'était une connexion plus profonde, née d'un moment de vérité partagée, quand tous deux s'étaient permis d'être authentiquement humains l'un devant l'autre. Cette nuit-là, après avoir couché Sophie, Louise regarda par la fenêtre et vit Gustave assis seul dans le jardin, apparemment absorbé par un appel téléphonique. À sa posture tendue, il était évident que la conversation n'était pas agréable. Quand il raccrocha enfin, il resta immobile de longues minutes, regardant le ciel étoilé. Louise ne le savait pas encore, mais cet appel ne représentait que le début d'une tempête qui allait bientôt s'abattre sur eux tous, testant les nouveaux liens qu'ils avaient de former et forçant chacun à définir ce qu'il valorisait réellement dans la vie. Le destin, comme toujours, avait ses propres plans. Des plans qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir, pas même le puissant Gustave Almeida, avec toutes ses ressources et son influence. Car certaines batailles ne sont pas gagnées avec l'argent ou le pouvoir, mais avec quelque chose de bien plus rare et précieux, le courage de défendre ce qui est juste, même quand le coût semble trop élevé. La salle de réunion au 40e étage de l'immeuble Almeida Tech, au cœur financier de l'avenue des Champs-Élysées, exhalait pouvoir et exclusivité. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur Paris, la métropole palpitante qui semblait petite de cette hauteur. La table en acajou poli, importée d'Amazonie avant les restrictions environnementales, reflétait les expressions tendues des 5 hommes assis autour. Gustave Almeida occupait le bout de table, une position qui lui avait toujours été naturelle depuis la fondation de l'entreprise. À sa droite, Maurice Peixoto, 52 ans,
spécialiste financier avec un MBA de Harvard et des connexions politiques enviables. À sa gauche, Philippe Mendonça, 47 ans, stratège marketing avec un œil de lynx pour les tendances du marché. Les deux autres étaient Richard Teixeira, 40 ans, directeur de l'innovation et le plus jeune du groupe, et Charles Drummond, 58 ans, conseiller juridique et le plus ancien allié de Gustave. Cette réunion d'urgence a été convoquée à ma demande, commença Maurice, ajustant ses lunettes à monture italienne. Et je vous remercie tous de votre présence, surtout la vôtre, Gustave, considérant vos nouveaux intérêts. Le ton condescendant ne passa pas inaperçu. Gustave garda une expression neutre, se contentant de lever légèrement un sourcil. Allons droit au but, messieurs. Nous faisons face à une crise d'image. Maurice projeta sur l'écran de la salle un graphique qui montrait une chute des actions de l'entreprise au cours des 3 dernières semaines. Coïncidence. Depuis que notre PDG a décidé de rompre avec Camille Monteiro et, selon les rumeurs, de développer une relation proche avec une employée de maison. Philippe s'éclaircit la gorge mal à l'aise. Les rumeurs circulent intensément dans les cercles sociaux, Gustave. Camille a des amis influents et l'histoire qu'elle raconte est préoccupante. Et quelle serait cette histoire exactement ? Demanda Gustave, la voix contrôlée, mais avec une tension sous-jacente que ses associés témoignaient rarement. Que vous avez eu une sorte de crise nerveuse, répondit Charles, l'avocat, avec la franchise qui était sa marque de fabrique. Que vous avez abandonné l'une des femmes les mieux connectées de la société parisienne pour vous impliquer avec une employée. Que vous transformez votre villa en une sorte de communauté hippie, où les employés prennent le petit déjeuner avec le patron. Que vous avez accompagné la fille de votre employé à un événement scolaire en banlieue, vêtue d'un Armani. Gustave ne put retenir un sourire ironique. Et depuis quand mes choix personnels sont-ils à l'ordre du jour d'une réunion d'urgence d'entreprise ? Depuis qu'ils ont commencé à affecter la valeur marchande de l'entreprise, coupa Maurice, pointant de nouveau le graphique. Nos investisseurs sont nerveux. Le consortium chinois avec qui nous négocions l'expansion sur le marché asiatique est en train de reconsidérer le partenariat. 3 événements caritatifs importants vous ont retiré leurs invitations en tant que conférencier principal. Événements caritatifs. Gustave rit sans humour. Ceux où les socialites font semblant de se soucier des causes sociales tout en rivalisant pour voir qui porte le bijou le plus cher. Un silence gêné s'installa dans la pièce. Jusqu'à il y a 3 semaines, Gustave Almeida n'aurait jamais fait un commentaire aussi caustique sur le monde dont apparemment il faisait partie. Ce que Maurice essaie de dire, intervint Philippe, toujours le diplomate du groupe, c'est que nous avons besoin d'un plan de gestion des crises. Les relations se terminent, nous le comprenons tous, mais il y a des façons de gérer la transition publiquement. Transition ? Gustave répéta haussant les sourcils. Nous parlons de ma vie personnelle, pas d'une restructuration d'entreprise. Richard, qui jusqu'alors était resté silencieux, se pencha en avant. Il était le plus jeune des associés et secrètement celui qui admirait le plus Gustave en tant que mentor. Gustave, personne ici ne remet en question votre droit de vivre votre vie comme bon vous semble. Mais vous êtes le visage public d'Almeida Tech. Chacun de vos mouvements se reflète sur l'entreprise, sur les emplois de nos 1200 employés, sur l'avenir que nous avons construit ensemble. Gustave étudia les 4 hommes devant lui. Il les connaissait depuis des années. Il leur avait fait confiance pour construire son empire. Jusqu'à ce moment, il n'avait jamais remis en question l'alignement de leurs valeurs. « Qu'est-ce que vous suggérez exactement ?» demanda-t-il finalement. Maurice fit glisser un dossier vers Gustave. Un plan de communication préparé par l'équipe de RP. En gros, vous et Camille publiez une déclaration conjointe sur la fin amicale de votre relation, remerciant de respecter votre vie privée en ce moment. Vous assistez au gala de bienfaisance de la semaine prochaine, seul bien sûr, et vous montrez que tout va bien. Pendant ce temps, vous gardez vos nouvelles amitiés plus discrètes. Nouvelles amitiés, répéta Gustave, feuilletant le dossier sans vraiment en lire le contenu. Vous parlez de Louise, l'employée, oui, confirma Philippe. Écoutez, personne ne dit que vous ne pouvez pas l'aider. La charité est admirable, mais il y a des façons appropriées de le faire sans compromettre votre position sociale. Charité ? Gustave referma le dossier d'un geste brusque. C'est ce que vous pensez que je fais ? De la charité ? Appelez cela comme vous voulez, interrompit Maurice, impatient. Le fait est que vous avez une responsabilité envers cette entreprise, envers ses actionnaires, envers nous tous. Vous ne pouvez pas simplement tout jeter par-dessus bord à cause de quoi que ce soit.
Gustave se leva lentement, posant ses mains sur la table. Quand il parla, sa voix était dangereusement calme. Je vais clarifier certaines choses, puisqu'il semble y avoir confusion. Premièrement, il n'y a absolument rien de romantique entre Louise Santos et moi. C'est une employée compétente qui a été maltraitée sous mon toit par quelqu'un en qui j'avais confiance. Deuxièmement, je ne fais pas de crise nerveuse. Je vois pour la première fois depuis longtemps, clairement. Et troisièmement, ce que je fais chez moi avec mon temps et mon argent n'est pas soumis au vote de cette table. Charles, l'avocat, soupira profondément. Gustave, nous sommes vos amis en plus d'être vos associés. Nous sommes préoccupés. Ces derniers jours, vous avez pris des décisions inhabituelles. Inhabituelles? Gustave inclina la tête, curieux. Le conseil en RH pour votre personnel de maison. Le fonds éducatif pour l'employé. Les rumeurs selon lesquelles vous envisagez de transformer une partie de votre propriété en une sorte de centre communautaire. Charles énuméra comme s'il présentait des preuves lors d'un procès. Ce ne sont pas des actions typiques de votre part. Peut-être que c'est exactement le problème, répondit Gustave, sa voix plus douce maintenant. Peut-être que mes actions typiques ne reflétaient pas qui je suis vraiment ou qui je veux être. Philippe, toujours le médiateur, tenta une approche différente. Gustave, personne ici ne remet en question votre générosité. C'est admirable. Mais il y a des façons plus stratégiques de faire de la philanthropie, des façons qui bénéficient à votre image et à celle de l'entreprise simultanément. Ah, je comprends. Gustave sourit sans joie. Le problème n'est pas l'aide en soi, mais le fait que je ne l'utilise pas pour le marketing, que je ne transforme pas un acte humain fondamental en une opportunité de relation publique. Le silence qui s'ensuivit fut une réponse suffisante. « Messieurs, continua Gustave, je crois qu'il y a un malentendu fondamental ici. Vous semblez penser que nous discutons d'une stratégie. Ce n'est pas le cas. Je communique une réalité. J'ai mis fin à ma relation avec Camille parce que j'ai découvert qu'elle n'était pas la personne que je pensais. Je traite mes employés avec dignité parce que c'est le minimum que tout être humain mérite. Et si cela nuit d'une manière ou d'une autre à notre image d'entreprise, alors il est peut-être temps de nous demander quel type d'image nous cultivons. » Maurice, visiblement irrité, frappa la table. « C'est d'une naïveté absurde, Gustave. Nous vivons dans le monde réel, pas dans un conte de fées moraliste. Les connexions sociales, les apparences, les relations stratégiques, c'est ce qui fait tourner le monde des affaires. Vous-même avez construit cet empire en utilisant ces principes. » « Peut-être que oui, admit Gustave, surprenant tout le monde par sa franchise. Et peut-être qu'il est temps de me demander quel genre d'empire j'ai construit. »« Qu'est-ce que vous êtes en train de dire exactement ?» demanda Richard, l'air sincèrement curieux, pas seulement préoccupé comme les autres. Gustave respira profondément avant de répondre. « Je dis que si nous devons choisir entre l'intégrité et les apparences, je choisis l'intégrité. Si nos investisseurs valorisent plus mes connexions sociales que la solidité de nos produits, ce ne sont peut-être pas les investisseurs que nous voulons. Et si ma présence à la tête de cette entreprise représente désormais un problème, je suis prêt à discuter d'alternatives. » « Alternatives » Philippe semblait horrifié. « Vous parlez de quitter l'entreprise que vous avez fondée ? Je parle d'être fidèle aux valeurs qui comptent vraiment, corrigea Gustave, même si cela signifie des sacrifices. » Maurice laissa échapper un rire incrédule. « C'est insensé. Vous êtes prêt à jeter par-dessus bord tout ce que nous avons construit parce qu'une employée de maison vous a fait une sorte de lavage de cerveau, parce qu'une fillette de 5 ans vous a regardé avec des yeux de chiot ?» L'expression de Gustave se durcit instantanément. Quand il parla, sa voix avait un tranchant qui fit reculer Maurice instinctivement. « Ne vous référez plus jamais à Louise ou Sophie de cette manière, plus jamais. » Le silence qui s'ensuivit fut électrique. Les 5 hommes qui, pendant des années, avaient partagé une vision du monde, semblaient maintenant habiter des réalités complètement différentes. « Vous pensez que vous voyez la situation clairement ?» continua Gustave, plus calme. « Mais la vérité est que nous avons tous vécu dans une bulle artificielle. Un monde où la valeur d'une personne est mesurée par son statut social, où les relations sont évaluées par leur potentiel stratégique, où même la charité est calculée par le retour d'image. Et le plus triste, nous ne réalisions même pas à quel point c'est malsain. C'est ainsi que le monde fonctionne, Gustave, insista Philippe, presque suppliant. Non, Philippe, c'est ainsi que nous choisissons de faire fonctionner le monde. Gustave referma le dossier de relations publiques et le rendit à Maurice. Je ne participerai pas à ce plan. Je n'émettrai pas de fausses déclarations conjointes avec Camille.
Je ne ferai pas semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas pour apaiser des investisseurs superficiels. Et l'entreprise? Demanda Charles. Vos employés. L'héritage que nous avons construit? Gustave regarda chacun des associés avant de répondre. Si notre héritage ne peut pas survivre à l'honnêteté et à l'intégrité, quel genre d'héritage avons-nous réellement construit? C'est un ultimatum. La voix de Maurice était chargée d'incrédulité. Non, répondit Gustave. C'est un choix. Mon choix. Et si cela signifie que nos chemins doivent se séparer, je suis prêt à cette conséquence. Repoussant sa chaise, Gustave se leva. La réunion est terminée. Je prendrai les dispositions nécessaires pour que mon départ, le cas échéant, soit le moins préjudiciable possible pour l'entreprise. Vous ne pouvez pas être sérieux. Philippe semblait sincèrement bouleversé. Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. Gustave se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. Messieurs, j'ai passé ma vie entière à construire une entreprise. Maintenant, je réalise que dans le processus, j'ai failli perdre quelque chose de bien plus précieux, mon humanité. Je ne suis pas prêt à sacrifier cela pour plus de contrats ou d'approbation sociale. Je préfère perdre des affaires que perdre mon âme. La porte se referma doucement derrière lui, laissant 4 hommes dans divers états de choc et d'incrédulité. Richard fut le premier à briser le silence. « Il va vraiment le faire », murmura-t-il, avec un mélange d'étonnement et étonnamment d'admiration. « Il va vraiment choisir les principes plutôt que les profits. Il fait une crise nerveuse », insista Maurice, mais sa voix ne portait plus la même conviction. « Il le doit. » Charles, l'avocat, qui connaissait Gustave depuis plus longtemps que tous, secoua lentement la tête. « Non, Maurice. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je pense que Gustave Almeida est parfaitement sain d'esprit. » Pendant ce temps, sur le parking de l'immeuble, Gustave s'assit dans sa voiture, les mains encore légèrement tremblantes. Son téléphone ne cessait de vibrer. Probablement les associés essayant de le joindre, de le convaincre de reconsidérer. Au lieu de répondre, il tapa un message rapide. « Louise, pourrais-tu me retrouver à la villa à 19h? J'ai une proposition importante à discuter. S'il te plaît, amène Sophie. » En conduisant dans les rues encombrées de Paris, il ressentit une sensation étrange, comme si un poids énorme lui avait été retiré des épaules. Il venait de risquer l'entreprise qu'il avait bâtie pendant toute sa vie d'adulte. Il pourrait perdre des millions, son statut, ses connexions. Et pourtant, pour la première fois depuis des années, il se sentait absolument en paix avec ses choix. Alors que le soleil commençait à se coucher derrière les gratte-ciel de béton, Gustave Almeida sourit. Certaines pertes, réalisa-t-il, sont en réalité les plus grands gains que l'on puisse avoir. 6 mois plus tard. Le soleil d'automne dorait la cime des arbres dans le jardin de la villa Almeida, désormais presque méconnaissable pour quiconque l'avait connu auparavant. Ce qui était autrefois un espace méticuleusement entretenu pour impressionner les visiteurs occasionnels, s'était transformé en quelque chose de complètement différent, vivant, fonctionnel et, surtout, humain. Là où se trouvait autrefois un terrain de golf privé, s'élevait maintenant un ensemble de bâtiments modernes et durables, construits avec du bois certifié et de l'énergie solaire. Une plaque simple, mais élégante, identifiait l'endroit. Centre de formation, nouveau chemin. Luis Santos, vêtu d'un ensemble professionnel bleu marine qui avait remplacé l'ancien uniforme gris, marchait d'un pas pressé dans le couloir principal du centre. Sous le bras, elle portait un dossier contenant les documents qu'elle devait réviser avant la cérémonie de cet après-midi, la première remise de diplômes officiels de l'institution qu'elle avait aidé à créer. « Bonjour, coordinatrice !» La voix joyeuse de M. Antoine la salua depuis le jardin intérieur, où il instruisait un groupe de jeunes sur les techniques de jardinage durable. L'ancien jardinier, maintenant superviseur de la maintenance et de la durabilité du centre, souriait avec une fierté qui allait bien au-delà de ses rosiers primés. « Bonjour, Monsieur Antoine, tout est prêt pour aujourd'hui. » Louise s'arrêta brièvement, observant les élèves qui notaient attentivement les instructions du maître. « Plus que prêt. Ces garçons et ces filles ont préparé une surprise spéciale pour la cérémonie. » Il fit un clin d'œil, gardant le mystère. Louise sourit, le cœur rempli. En 6 mois, le centre était devenu bien plus que le projet initialement imaginé par Gustave. Ce qui avait commencé comme un programme de formation pour les employés de maison s'était étendu pour inclure divers cours techniques, l'alphabétisation des adultes, un soutien juridique pour les travailleurs informels et même un programme d'éducation de la petite enfance où Sophie passait ses après-midi après l'école. Au réfectoire, Madame Zulmira, maintenant coordinatrice de la nutrition,
supervisait l'équipe qui préparait le buffet pour la cérémonie. En voyant Louise, elle fit un signe de tête animé. « Venez goûter la nouvelle collation salée que j'ai inventée pour aujourd'hui. Je l'appelle la surprise de Sophie parce que c'est votre fille qui a suggéré la combinaison. » Louise goûta la petite collation salée et rit. Ananas avec du fromage et du jambon, ça ne pouvait être que l'idée de Sophie. « Et c'est délicieux, n'est-ce pas ?» Zulmira sourit, fière. Cette petite fille a un palais en avance sur son temps. Continuant son chemin jusqu'au bureau qu'elle partageait avec Gustave, une pièce simple mais chaleureuse, avec de grandes fenêtres donnant sur le jardin, Louise le trouva concentré sur un appel vidéo. Il leva brièvement les yeux, sourit en la voyant, et indiqua qu'il terminerait dans 1 minute. Louise en profita pour l'observer. En ces 6 mois, Gustave Almeida avait autant changé que l'espace qui l'entourait. L'homme d'affaires toujours impeccablement vêtu de costumes coûteux existait toujours pour les réunions importantes. Mais au quotidien du centre, il préférait les chemises simples et les pantalons confortables. Les rides d'expression sur son visage, autrefois de tension, reflétaient maintenant des sourires fréquents. Et ses yeux que Louise avait vus pour la première fois cachés derrière une colonne, témoins d'une injustice, brillaient maintenant d'un but renouvelé. « Désolé pour ça, dit-il, mettant fin à l'appel. C'était le ministère de l'Éducation. Ils sont intéressés par l'utilisation de notre modèle comme pilote pour un programme national. » C'est incroyable. Louise s'assit sur la chaise devant le bureau. Quand avons-nous appris cela? Le contact initial a eu lieu la semaine dernière, mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils ont confirmé leur intérêt officiel. Il sourit, passant sa main dans ses cheveux, un geste que Louise avait appris à reconnaître comme un signe d'excitation contenue. Apparemment, nos taux d'employabilité post-formation ont beaucoup impressionné. Louise acquiesça, fière. Plus de 80% des diplômés de la première promotion avaient déjà trouvé un emploi sur le marché formel, avec un contrat de travail et tous les droits garantis. Une prouesse remarquable, compte tenu du profil vulnérable de la majorité des élèves. Et qu'en est-il de la surprise que vous avez promise à Sophie? Avez-vous déjà décidé quand vous allez lui dire? Le sourire de Gustave s'élargit. J'ai pensé l'annoncer aujourd'hui pendant la cérémonie. Qu'en penses-tu? Elle va être folle de joie, répondit Louise, sentant ses yeux s'embuer. Une école primaire complète, avec une pédagogie Montessori, ouverte à la communauté, c'est plus que ce que je n'aurais jamais pu rêver. Et avec vous comme directrice pédagogique, ajouta Gustave. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on trouve une pédagogue diplômée avec votre sensibilité sociale. Louise rougit légèrement. Elle ne s'était pas encore tout à fait habituée aux éloges directs de Gustave. Les 6 derniers mois avaient transformé non seulement leurs circonstances matérielles, mais aussi la dynamique entre eux. De la relation initiale employeur-employé, ils avaient évolué vers des partenaires dans un projet de transformation sociale, puis, progressivement, vers quelque chose de plus, une amitié profonde, basée sur le respect mutuel et l'admiration. À propos de sensibilité sociale, changea-t-elle de sujet en consultant sa tablette. 3 organes de presse, 2 secrétaires municipaux et un conseiller municipal ont confirmé leur présence à la cérémonie. Il semble que nous attirons enfin la bonne attention. Pourvu que ce ne soit pas pour la mauvaise raison, commenta Gustave avec un léger froncement de sourcils. Louise savait exactement à quoi il faisait référence. Dans les premiers mois suivant son départ de Lefebvre Tech, une séparation qui s'était avérée plus amicale que prévu, avec Richard prenant la présidence, les tabloïds s'étaient nourris de spéculations sur le délire mental du millionnaire, ou sa prétendue romance scandaleuse avec l'employé. Camille, bien sûr, avait activement contribué à ces rumeurs. « Ne vous inquiétez pas », le rassura Louise. « Cette fois, l'accent est entièrement mis sur le travail du centre. Les résultats parlent d'eux-mêmes. » La matinée passa rapidement entre les derniers préparatifs de la cérémonie. À 15 heures, l'auditorium nouvellement construit était déjà presque plein. Les familles des diplômés, les représentants des entreprises partenaires, les journalistes et les curieux occupaient les chaises disposées en demi-cercle. Sur scène, 60 élèves vêtus de toges bleues attendaient le moment de recevoir leur certificat. Louise, debout dans les coulisses, ajustait la robe vert émeraude qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. Sophie, à ses côtés, portait une robe blanche avec une ceinture de la même couleur que celle de sa mère et répétait nerveusement les mots qu'elle allait prononcer. « Et si j'oublie, maman ?» demanda la fillette, maintenant âgée de 6 ans et demi,
en se mordant la lèvre inférieure dans un geste qui était le reflet de celui de Louise. « Tu n'oublieras pas, mon amour, et même si tu trébuches sur un mot, ce n'est pas grave. L'important est de parler avec le cœur. » Louise se pencha pour ajuster le nœud dans les cheveux de sa fille. « Comme vous et oncle Gustave le faites toujours. » Sophie sourit, révélant la petite fenêtre de ses dents de devant qui avait poussé de travers. « Exactement. » Louise sentit une vague de tendresse. « Oncle Gustave » était le terme que Sophie avait spontanément adopté pour désigner Gustave, et bien qu'il ait d'abord semblé surpris, il avait rapidement embrassé ce titre avec une satisfaction évidente. La cérémonie commença ponctuellement. Gustave ouvrit l'événement par un bref discours sur la dignité et l'opportunité, évitant soigneusement tout ton de charité ou de supériorité. Ensuite, Louise présenta les chiffres et les réalisations du centre au cours de ses 6 premiers mois, des données impressionnantes qui arrachèrent des applaudissements spontanés de la part du public. Après la remise des certificats, alors que l'émotion était à son comble, Sophie monta sur scène. Le microphone ajusté à sa hauteur, elle regarda le public avec une adorable gravité. « Bonjour, je m'appelle Sophie Santos et j'ai 6 ans et demi. Ma maman m'a demandé de parler des personnes gentilles. » Elle fit une pause, regardant directement où Gustave était assis. « Avant, je pensais que les gens riches étaient toujours méchants, comme dans les histoires. Mais oncle Gustave m'a appris que peu importe l'argent que l'on a, ce qui compte, c'est le cœur de la personne. » Un murmure de « Oh » parcourut l'auditorium. À mon école, la maîtresse a dit que la gentillesse engendre la gentillesse. C'est comme une plante qui pousse quand on en prend soin. Ici, dans ce centre, beaucoup de gens ont semé la gentillesse et regardez comme elle a grandi. Elle ouvrit les bras, indiquant tout l'espace autour d'elle. Ma maman dit qu'un acte de courage peut tout changer, et je pense qu'elle a raison. Merci. Le public éclata en applaudissements enthousiastes tandis que Sophie, avec un sourire radiant, courait embrasser sa mère. Louise la prit dans ses bras, sentant des larmes de fierté couler sur son visage. C'est à ce moment que Louise remarqua, assis discrètement au dernier rang de l'auditorium, un visage familier. Richard Teixeira, l'ancien associé plus jeune de Gustave et actuel PDG de Lefebvre Tech. Il n'avait pas confirmé sa présence et il n'y avait aucune indication qu'il viendrait. Pourtant, il était là, applaudissant avec un enthousiasme sincère. Lorsque la cérémonie formelle fut terminée et que les invités se dirigèrent vers le cocktail dans le jardin, Richard s'approcha de Gustave. Louise, occupée avec Sophie, observa l'interaction à distance. Ce qui commença comme une salutation formelle se transforma rapidement en une conversation animée. À un certain moment, les deux hommes s'étreignirent, scellant ce qui semblait être une réconciliation. Plus tard, lors du dîner privé dans la maison principale, un événement intime réservé à la famille choisie, comme Gustave appelait le cercle proche formé par lui, Louise, Sophie, Monsieur Antoine, Madame Zoé et quelques autres employés de longue date, Richard se joignit à eux en tant qu'invité spécial. « Un toast », proposa Richard, levant sa coupe, à l'homme que tous croyaient en plein effondrement, alors qu'en réalité, il trouvait son véritable but. « À vous entendre parler ainsi, on dirait même que c'était facile », rit Gustave, mais ses yeux reflétaient de la gratitude pour cette reconnaissance. « Je n'aurais jamais cru dire ça », continua Richard. « Mais tu avais raison, Gustave. Lefebvre Tech n'a pas souffert de ton départ. En fait, après que nous ayons mis en œuvre certaines de tes suggestions en matière de responsabilité sociale des entreprises, notre réputation s'est considérablement améliorée. Même Maurice l'a admis, bien qu'il ne le dirait jamais à voix haute. « Et Camille ?» demanda Madame Zoé, toujours directe. « Elle continue de répandre des histoires ?» Richard haussa les épaules. Apparemment, elle a trouvé un nouveau millionnaire à façonner, un homme d'affaires de l'agro-industrie, d'après ce que j'ai entendu. Pauvre garçon. Toute la table rit, la tension des mois précédents étant enfin complètement dissipée. Ce fut Sophie qui, avec l'innocence des enfants, posa la question qui allait changer le cours de cette soirée. « Oncle Gustave, tu es heureux ?» La table se tut, tous les regards tournés vers Gustave. Il regarda la fillette, puis Louise, et enfin le groupe réuni autour de la table. « Oui, Sophie », répondit-il avec une sincérité que personne ne pouvait douter. « Pour la première fois depuis longtemps, je suis vraiment heureux. »« Pourquoi ?» insista la fillette, curieuse. Gustave réfléchit un instant avant de répondre. « Parce que j'ai découvert que le bonheur vient de faire une différence dans la vie des autres, de construire quelque chose avec un sens, pas seulement une valeur financière, d'être entouré de personnes qui nous acceptent pour ce que nous sommes, non pour ce que nous possédons. » Son regard rencontra celui de Louise,
et une communication silencieuse passa entre eux, la reconnaissance d'un chemin partagé qui les avait transformés tous les deux d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. Plus tard, lorsque les invités étaient repartis et que Sophie dormait profondément, Gustave et Louise marchèrent dans le jardin éclairé seulement par la lune et quelques lanternes stratégiquement placées. « Tu te souviens de ce jour-là » demanda Gustave, s'arrêtant exactement à l'endroit où 6 mois plus tôt Louise avait confronté Camille. « Comment pourrais-je l'oublier » Louise sourit. « Ce fut le jour où ma vie a été bouleversée. La mienne aussi. » Gustave respira profondément, admirant le ciel étoilé. « Tu sais, quand j'ai proposé le centre, je pensais offrir une opportunité aux autres. Je n'avais pas réalisé qu'en réalité, je me donnais une seconde chance. Une seconde chance pour quoi faire ? Pour vivre authentiquement, pour construire quelque chose qui reflète mes vraies valeurs, pas seulement ce que la société attend d'un homme dans ma position. » Louise hocha la tête, comprenant parfaitement. Elle aussi avait reçu une seconde chance, d'utiliser sa formation, d'offrir un avenir meilleur à Sophie, de retrouver sa dignité. Et maintenant, avec l'école, continua Gustave, l'enthousiasme évident dans sa voix, nous pouvons vraiment faire la différence dès le début. Une éducation de qualité accessible à tous, basée sur le respect et la valorisation du potentiel humain. C'est un rêve devenu réalité, acquiesça Louise. Pour moi, pour la communauté, pour les familles qui n'auraient jamais les moyens de payer une telle éducation. Je veux que tu sois plus que la directrice pédagogique, dit Gustave soudainement. Je veux que tu sois ma partenaire à part entière dans ce projet, que tu aies une participation égale dans les décisions, dans la vision, dans tout. Louise sentit son cœur s'accélérer. Tu es sûr ? C'est une responsabilité énorme. J'en suis absolument certain. Il sourit, ses yeux reflétant la lumière de la lune. En fait, j'ai beaucoup réfléchi au partenariat dernièrement, à la façon dont nous trouvons de la force dans la complémentarité, à la façon dont 2 personnes avec des valeurs alignées peuvent construire quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Il y avait quelque chose dans la manière dont Gustave parlait, dans l'intensité de son regard, qui fit retenir son souffle à Louise un instant. « De quoi discutons-nous exactement ici, Gustave ?»« De l'avenir, » répondit-il simplement. « Des possibilités. Ce qui se passe quand 2 personnes découvrent qu'elles sont meilleures ensemble que séparées. » Louise sentit une chaleur monter à son visage. Au cours des derniers mois, leur relation avait évolué vers une amitié profonde, mais tous deux avaient été prudents pour maintenir des frontières claires. Il y avait trop de vulnérabilité, trop d'histoires de vie complexes pour qu'ils puissent précipiter une transition. « Je suggère que nous continuions cette conversation », ajouta Gustave, percevant son malaise. « Pas aujourd'hui, ni demain, quand nous serons prêts. Sans hâte, sans pression, juste la certitude que, quelle que soit la voie que nous choisirons, elle sera basée sur le respect mutuel et des valeurs partagées. » Louise sourit, ressentant une vague de gratitude pour sa sensibilité. « Cela me semble parfait. » Ils continuèrent à marcher dans un silence confortable, jusqu'à atteindre une zone récemment préparée pour la plantation, où de petites pancartes identifiaient l'espace pour différentes espèces. « Que dirais-tu de planter un arbre ici ?» suggéra Gustave, « pour marquer ce jour cette étape de nos vies. » « Un arbre de quoi ? Un ipé jaune, » répondit-il promptement. « Il fleurit même dans des conditions difficiles. Il transforme le paysage environnant. Il résiste au temps. Cela semble approprié, tu ne trouves pas ?» Louise hocha la tête, émue par la métaphore non exprimée. Sophie adorerait aider à planter. Demain, alors, tous les 3 ensemble. Tandis qu'ils retournaient au manoir, qui était maintenant bien plus un foyer qu'un symbole de statut, Louise réfléchit au parcours extraordinaire qu'il avait mené là, d'employée de maison humiliée à coordinatrice pédagogique respectée. De mère célibataire luttant contre le chômage, à femme capable d'offrir un avenir brillant à sa fille, de quelqu'un qui ne faisait que survivre à quelqu'un qui prospérait véritablement. Et à ses côtés marchait un homme qui avait abandonné l'empire qu'il avait bâti pour redécouvrir son humanité, qui avait échangé le pouvoir contre un but, le statut contre un sens, les apparences contre l'authenticité. Le monde extérieur les jugerait probablement encore, le millionnaire qui avait perdu la tête et l'employé qui avait eu de la chance. Mais ici, dans ce jardin où tout avait commencé par un acte de courage, ils connaissèrent la vérité. Aucun d'eux n'avait perdu quoi que ce soit de réelle valeur. Au contraire, ils avaient gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, la chance de vivre selon leurs valeurs les plus profondes et de créer quelque chose de durable qui bénéficierait aux générations futures. Sophie avait raison, pensa Louise.
La gentillesse engendre vraiment la gentillesse. Et tout comme la graine de l'épée qu'il planterait, cette confrontation initiale, le refus d'accepter l'humiliation, la décision de défendre la dignité, avait germé en quelque chose d'extraordinaire, un arbre de possibilités dont les fruits continueraient à nourrir des vies bien au-delà des leurs. À l'horizon de Paris, les lumières de la ville clignotaient comme des étoiles terrestres, rappelant qu'au-delà des murs du manoir, Lefebvre existait un monde entier attendant d'être transformé, une graine de bonté à la